Eh bien, bonjour à tout le monde. Le temps que la dernière classe s'installe, on va faire les présentations. Donc, je suis Céline, moi je suis là sur l'après-midi pour le parcours Planète. Donc là, on est sur la deuxième phase avec Eric de Terre et Océan, qui va vous parler de l'eau et du climat en Nouvelle-Aquitaine et dans le monde. Et juste avant, une question, est-ce que certains habitent à côté d'un fleuve? Levez la main. Cool. Des ruisseaux ou des cours d'eau aussi? Bon, bah super. Je pense que ça fait une bonne transition. Je laisse Eric faire la suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Céline pour ce lancement. Merci à l'organisation aussi de TeamSub pour l'invitation. Je vais commencer par vous présenter quelques diapos et quelques éléments par rapport à cette thématique-là. Juste avant moi, il y avait Surfrider, mais c'était pas avec vous, donc, mais qui parlait de beaucoup des océans, donc de l'eau salée et notamment aussi du plastique dans les océans. On va remonter un petit peu sur les continents pour ce qui me concerne là dans cette deuxième partie. Donc comme vous le voyez avec cette photo, on va parler un petit peu de notre région à travers notamment la Garonne et l'estuaire de la Gironde que vous reconnaissez peut-être sur cette très belle photo, la prise donc en mode aérien, donc avec le bec d'Ambès, la Garonne et la Dordogne qui se rejoignent. On va parler de climat, de réchauffement climatique, de changement climatique et d'eau, donc l'eau à boire, l'eau utilisée tous les jours pour de multiples usages, pour faire pousser par exemple ceux qui nous alimentent, mais aussi pour l'industrie, pour l'énergie, hein, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc voilà, il y aura une phase de questions donc, dans un second temps. Mais dans un premier, là, je vais vous présenter deux, trois petites choses. Alors, d'abord, je vais peut-être me présenter aussi un petit peu plus en détail si j'y arrive. Alors, voilà, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Terre et Océan. Mais sur cette première diapo, vous voyez, il y a quelques années de ça, on avait monté au sein d'un laboratoire qui est à l'université de Bordeaux, tout un réseau avec des collégiens comme vous, des lycéens aussi, donc sur l'ensemble du sud-ouest, je ne sais pas si vous reconnaissez la carte du sud-ouest, sur le côté, qui nous a permis d'échantillonner, d'étudier les fleuves, les rivières, à la fois la qualité de l'eau, l'hydrologie, c'est-à-dire la quantité d'eau qui arrivait dans l'estuaire au final, et puis donc d'analyser quelques éléments importants et puis de voir à travers tout ça le climat de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça s'appelait Classe Écofleuve. Peut-être qu'un jour ça reprendra un petit peu vie à l'échelle de notre région, mais ça permettait à des lycéens, des collégiens comme vous d'aborder leur rivière. Céline a demandé si vous aviez une rivière pas loin ou un fleuve, mais je pense que voilà, partout sur tous les territoires, il y a des petits cours d'eau, il y a des grands cours d'eau, il y a des estuaires, et puis après il y a le littoral évidemment, et tout ça, donc c'est important de l'observer, de l'étudier, et justement par les temps qui courent avec le réchauffement climatique, de voir un petit peu en quoi c'est important pour nous à l'échelle de nos vies. Alors voilà, nous au niveau de Terre et Océan, on fait un certain nombre d'activités. On a déjà travaillé avec pas mal de vos collèges. Je pense notamment à Manon Cormier. Je crois qu'il y a des Manon Cormier ici de Bassins, si j'ai bien compris, en Barès aussi. Alors Montendre, c'est un petit peu plus loin, donc on n'est pas encore, à ma connaissance, allé jusqu'à Montendre. Mais voilà, donc on aborde des thématiques qui sont un petit peu notées là sur cette diapo. Les eaux souterraines, on en reparlera, puisque ici à côté de moi, là j'ai une petite bouteille que vous avez peut-être vue, où il y a marqué Abbati. C'est une eau souterraine qui est pas très loin d'ici, là sur le bassin d'Arcachon, au bord du bassin d'Arcachon, pris dans une nappe à 200-300 mètres de profondeur, qu'on appelle la nappe de l'Éocène, qui est la même nappe, en fait, la même eau que vous avez dans cette bouteille, c'est la même eau qui coule au robinet, ici à l'hôtel de région et à Bassins, à Ambarès et dans une très grande partie du département de la Gironde. Bon voilà, elle est de très bonne qualité, à tel point qu'on la met dans une bouteille, on met Abbati dessus et on la vend avec cette bouteille à peu près 200 fois le prix qu'on a chez nous au robinet avec la même eau. Mais effectivement, il y a un réseau, etc. On en reparlera un petit peu. Donc voilà, les eaux souterraines, les eaux de surface. Les eaux de surface, c'est les rivières et les fleuves. Et donc Terre et Océan, on est spécialisé entre guillemets dans ces domaines-là. Et on en parle, et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, à la fois en région Nouvelle-Aquitaine, et puis depuis quelques années, à l'échelle de l'association Terre et Océan et particulièrement pour ma part, je me suis intéressé aussi à ce que je considère comme les zones, ce qu'on appelle les zones hydroclimatiques sensibles. Il y a dans le réchauffement climatique 3 ensembles de régions qui sont comme des frontières avancées depuis 30-40 ans. Ils ont des problèmes avec le climat, avec des sécheresses, avec des inondations,
avec des phénomènes qu'on commence. On a vu ça hélas de près dans une petite commune qui s'appelle La Trenne il y a quelques semaines, quelques mois de ça ici, des inondations comme ça éclairs, des crues comme ça très spontanées en quelques heures qui donc affectent les populations évidemment, qui font qu'on a des gens qui sont inondés dans leur maison donc ils doivent fuir. Et ça c'est des choses qu'on voit déjà depuis 30-40 ans en Asie du Sud d'une part pour ce qui est des inondations notamment, au Sahel donc en Afrique subsaharienne pour ce qui est des sécheresses, ou encore pour ce qui est des submersions marines, c'est-à-dire des niveaux marins qui peuvent parfois, lors d'événements forts, de tempêtes, de cyclones, être un petit peu plus invasifs comme ça, mais dans les îles du Pacifique notamment. Donc voilà, ça je vous en parlerai rapidement, mais on n'aura pas trop le temps de développer tout ça, mais ça fait partie des enjeux que l'on a aujourd'hui. Voilà, cette première diapo, vous voyez la Garonne. Peut-être que vous avez déjà vu la Garonne calme et tranquille comme on la voit sur cette photo. Et puis aussi, j'y ai rajouté une petite citation très ancienne, Platon, ceux qui font un peu de philosophie ou des études de grec notamment, donc pourront peut-être étudier la question. Mais il disait déjà au IVe siècle avant notre ère, l'eau est la seule chose la plus nécessaire à l'entretien de la vie, mais il est aisé de la corrompre, alors corrompre dans le sens de la polluer. La terre, le soleil, etc., le vent ne sont point sujets à être emprisonnés, ni détournés, ni dérobés, tandis que cela peut arriver à l'eau, dans des rivières et dans des fleuves. On fait des barrages, on fait des détournements, on fait des canaux, etc. Et donc l'eau a besoin que la loi vienne à son secours, donc qu'on fasse en sorte qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi avec l'eau. Donc au niveau de la consommation, au niveau justement du détournement, c'est un bien commun, c'est un bien essentiel à la vie, hein, l'eau à boire en particulier, mais pas que l'eau à boire, parce que dans notre consommation quotidienne, il y a la consommation directe, l'eau qu'on boit, l'eau qu'on utilise à domicile, mais sans le voir, on consomme de l'eau à travers nos vêtements, à travers tout le matériel qui est là dans la salle, y compris l'énergie qui nous permet de projeter et d'éclairer la salle. Tout ça, ça a besoin d'eau. Il y a des centrales hydroélectriques, par exemple, des centrales nucléaires, pas très loin de chez nous, qui ont besoin d'eau. Donc vraiment, l'eau est importante, et ça, on le sait évidemment depuis toujours, et depuis notamment qu'on s'est installé à des endroits fixes, qu'on a donc fait des petits villages et puis des plus grandes villes par la suite. Le problème aujourd'hui, comme on le voit sur cette carte-là globalement, et quelques chiffres en haut, c'est que la population au niveau mondial a augmenté, les besoins en eau avec nos modes de vie sont importants. Hein, je ne sais pas si vous avez une idée, mais on utilise chacun plusieurs dizaines de litres par jour à la maison déjà, mais si on cumule avec toutes les activités annexes et tous les biens de consommation qu'on utilise, que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs, comme je disais, les vêtements, les chaises, etc., les bureaux, tout ça, ça a besoin d'eau pour être fabriqué. Donc les volumes d'eau utilisés chaque jour sont très importants. Et sur cette carte-là, vous voyez qu'il y a des pays, toutes les zones en rouge, où du fait que l'eau n'est pas disponible tout le temps dans l'année, il y a des variations saisonnières fortes, en fait on a un problème par rapport à l'eau. On ne peut pas faire tous les usages, c'est-à-dire faire pousser des plantes pour s'alimenter ou pour se vêtir d'ailleurs, ou faire des produits manufacturés, c'est-à-dire des industries, de l'énergie et de l'eau à boire évidemment. Il faut faire des choix parfois, donc on a des entraves comme ça au développement des pays, donc au niveau de vie des gens qui y sont. Et vous voyez que si on regarde toutes les zones en rouge, il y a beaucoup de parties en Afrique subsaharienne, et puis évidemment dans la partie saharienne également, en Asie. Et vous voyez en haut, là, entre 2000 et 2025, le nombre de pays qui ont des problèmes de pénurie, c'est-à-dire de manque d'eau, au moins en une partie de l'année, voire même toute l'année. Le nombre de pays est plutôt en augmentation, et surtout le nombre de personnes à travers le monde qui ont des problèmes d'eau. C'est plutôt en augmentation, hélas, depuis quelques années, du fait aussi que la population augmente, notamment en Asie où il y a beaucoup de gens. Voilà, et sur ce petit graphique-là, voyez un petit peu aussi les évolutions. On parle beaucoup de gens qui se déplacent. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de migrants climatiques ou de migrants tout court d'ailleurs, forcément, l'actualité en parle de temps en temps. Cette année d'ailleurs et ces derniers mois, on a assez peu parlé d'un problème majeur, une des plus grandes catastrophes climatiques de ces dernières années qui s'est passé au Pakistan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. 33 millions de personnes ont dû quitter leur domicile puisqu'il y a eu une énorme inondation. Donc ces gens-là, ils vont se réfugier
là où ils peuvent, dans la petite ville ou dans la grande ville d'à côté. Et vous voyez en fait depuis par exemple entre 2000 et 2025, vous voyez la partie en orange là, qui a beaucoup augmenté, qui a même doublé. C'est-à-dire que dans les pays en voie de développement, on a dans les villes doublé la population en 25 ans à peu près. Ce qui évidemment n'est pas suivi au niveau de l'alimentation en eau potable et même de l'urbanisme, des maisons. Donc on a de plus en plus de gens qui vivent dans des bidonvilles. Alors il ne faut pas aller forcément en Inde ou au Bangladesh pour voir des bidonvilles, hein. À Bordeaux, il y a 3000 personnes qui vivent dans des bidonvilles déjà. Il suffit d'aller de l'autre côté de la Garonne pour voir ça. Mais c'est un problème, évidemment, quand on vit dans des conditions précaires, on n'a pas forcément accès à l'élémentaire vital et notamment et surtout la ressource en eau. Donc ça, c'est un des problèmes. Après, l'autre problème, je passe rapidement là-dessus. Alors vous parlez anglais couramment, je suppose, hein. Climate change, pour vous, ça se traduit très facilement. Changement climatique, alors, donc vous avez peut-être entendu parler d'un groupe de scientifiques, qui représente tous les scientifiques de la planète, qui s'appelle alors le GIEC en français, groupement des experts du climat international, et qui ont donc fait un rapport qui a été un petit peu médiatisé en 2021. Enfin, il y a plusieurs rapports, mais il y a 3 rapports, mais celui le plus important, c'est le premier, qui dit ce qui se passe au niveau du climat depuis quelques années. Et voilà, ce qu'on voit, vous le voyez sur cette courbe, vous voyez sur le côté les degrés, les années en abscisse en bas, et vous voyez que le climat, c'est la courbe noire, ces dernières années, la température globale a augmenté, on le voit, et on arrive à reproduire cette augmentation en intégrant dans ce qu'on appelle les modèles de climat, donc ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de gaz à effet de serre? Oui? Bon, voilà. Donc on a un débat scientifique qui est clos là-dessus. On sait que les activités humaines qui consomment du pétrole, qui consomment du charbon, qui consomment du gaz naturel, émettent des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, et que ces émissions, cumulées depuis déjà pas mal de temps, induisent un réchauffement climatique qui est en cours et qui va affecter à certains endroits déjà le problème de l'eau notamment. Alors voilà, on sait, vous voyez sur cette courbe-là, que cet effet de serre est lié à l'augmentation de la production, de la consommation. Vous voyez la courbe noire, c'est de tout ce qu'on appelle les énergies fossiles globales, qui augmentent depuis les années 50 notamment. Et puis en vert, c'est le charbon. En bleu, c'est le pétrole. Et puis en rouge, c'est le gaz, etc. Donc on a une augmentation, encore aujourd'hui, malgré pas mal de mesures, en tous les cas d'accords internationaux qui ont été pris ces dernières années, on ne cesse d'augmenter la consommation et donc de faire prendre un risque supplémentaire à la fois au climat global, au climat local et puis à la ressource en eau dans pas mal d'endroits dans le monde. Alors on sait, voilà, sur cette courbe-là qui est un tout petit peu ancienne, qui date de 2015, que par habitant, chacun d'entre nous, dans tous les pays du monde, on consomme une certaine quantité de gaz à effet de serre, entre guillemets, en tous les cas d'énergie fossile qui produisent des gaz à effet de serre. Et on voit que, par exemple, c'est en Amérique du Nord que chaque habitant est le plus consommateur. Après vient le Japon et une partie donc Australie, Nouvelle-Zélande, l'Europe, l'Asie centrale, la Chine, qui a beaucoup augmenté ses consommations ces dernières années. Au bout du classement arrive l'Inde, par exemple, qui est un pays très peuplé, mais qui est en train d'augmenter aussi sa population et ses consommations. Donc voilà, on est dans une situation délicate par rapport à ça. Et il est urgent, alors je passe là-dessus, parce que voilà, les risques que l'on prend, entre guillemets, c'est d'avoir une planète qui augmente en température globale de 1,5 ou 2 degrés ou 4 degrés. Si on continue sur le rythme actuel, on sera plutôt sur l'ordre de grandeur de 4 degrés de plus à la fin de ce siècle-là. Et ça va jouer, évidemment, alors ça c'est des cartes du dernier rapport du GIEC alors voilà, un petit peu plus gros. Donc vous voyez du rouge partout. Si c'était des diminutions de température, ça serait bleu, mais du bleu, on n'en voit pas sur ces cartes-là. On voit beaucoup de rouge, notamment dans l'hémisphère nord, dans le nord de l'hémisphère nord, et ça nous concerne évidemment en Europe de l'Ouest. On voit aussi des cartes dans ce dernier rapport aussi qui montrent les évolutions des précipitations, c'est-à-dire de la pluie, comment elle va se répartir
à nouveau, alors c'est plus compliqué ça de modéliser ça parce que le cycle de l'eau, vous avez entendu parler du cycle de l'eau, hein, évaporation, ouais, la pluie, voilà, et puis le transport dans les nuages, le ruissellement, l'infiltration, etc. Bon, bref, le cycle de l'eau, en fait, l'eau que vous avez dans l'atmosphère aujourd'hui, dans 10 jours, elle n'y sera plus. Tous les 10 jours, on renouvelle à 100% l'eau dans l'atmosphère. Donc c'est un petit peu plus difficile de prévoir le cycle de l'eau et les précipitations dans 10, 15, 20, 30 ans que la température qui, elle, est plus dépendante de choses beaucoup plus stables dans l'atmosphère, notamment le dioxyde de carbone, voire même le méthane, en tous les cas, certains gaz à effet de serre. Donc sur le cycle de l'eau, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on sait, et le dernier rapport l'a bien dit, que, alors je vous montre rapidement quelques cartes ici. Alors ça, c'est les cartes du monde. Je vais revenir un petit peu en arrière, version par le GIEC. Ça, c'est le monde, vous reconnaissez peut-être pas très bien l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Bon, c'est voilà, des grandes sous-régions qui ont été modélisées par les experts du climat. Et ils montrent là, par exemple, donc ce qui pourrait être des températures extrêmes. Vous avez vécu, on a vécu tous ensemble des pics de température très forts au mois de juin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, fin juin, et puis après un peu plus en juillet, et puis également en août. On a eu 3 canicules fortes, et le rapport du GIEC nous dit ben, ça va continuer à être le cas dans les années, ça ne sera peut-être pas tous les ans, mais ça risque d'être plus régulier et un peu plus fort. L'autre risque important, c'est les précipitations intenses, c'est-à-dire des crues où il tombe des quantités d'eau en quelques heures, et ça, ben, encore une fois, on l'a vu récemment. Je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est les crues éclairs qui ont frappé le sud-est de la France du côté de Nice en 2020, pardon, en octobre 2020. La vallée de la Vésubie, par exemple, qui a été complètement ravagée par une crue phénoménale. Et puis ben là, c'est plus proche de nous. Hein, Céline, je pense que tu reconnais. Voilà, l'événement de 2021, du 17 juin 2021, où je crois que c'est 72 personnes ont été évacuées dans la nuit. Céline, qui est élue à la mairie de La Trenne, a vécu ça de près dans la nuit. Les gens voilà, qui ne savaient pas trop où aller. Voilà, et ça, on n'avait pas vécu ça à une telle intensité dans notre région. Alors, je parle de La Trenne, évidemment, parce que j'en suis, mais on pourrait parler d'autres endroits. Voilà, alors on commence à se préparer à tout ça. Hein. Je ne sais pas si il y a personne personne n'est allé à l'école de Saint-Vincent-de-Paul parmi vous, mais en tous les cas, Saint-Vincent-de-Paul, c'est pas très loin d'Ambarès, c'est pour ça que je dis ça, et de Bassins, mais surtout d'Ambarès. Voilà l'école qui a été surélevée pour servir de refuge en cas d'inondation pour tous ceux qui habitent en zone vulnérable à l'inondation. D'accord ? Et là, on s'inspire, et c'est pour ça que je vous disais, les zones qui sont des frontières avancées des problèmes hydroclimatiques depuis déjà 30-40 ans, qui ont déjà vécu des choses compliquées, qui se sont déjà positionnés pour y faire face. Et par exemple, la photo que vous avez en haut, là, c'est une école, c'est une photo que j'avais prise au Bangladesh, c'est une école qui sert également là-bas d'abri et de refuge. Alors anticyclone pour le coup là-bas, mais les écoles, tout le monde sait où c'est, les écoles, les collèges, c'est en général plutôt central dans une commune. On les construit un petit peu plus grandes, là, dans ce cas-là, un petit peu plus solides, un petit peu plus costauds, un petit peu plus hautes, et comme ça, après il y a tout un protocole qui est expliqué aux habitants, et si ça arrive, l'inondation, le cyclone, ben en fait on va se réfugier. Il y a tout un système d'alerte de plus en plus performant qui a permis par exemple au Bangladesh d'évacuer 1,5 million de personnes il y a quelques mois de ça, et il n'y a pas eu beaucoup, enfin il y a eu très peu, et même je crois pas du tout de victimes, alors que les coups précédents il y avait eu des problèmes. Donc nous on est en train de commencer à voir un petit peu ces problèmes-là, ces problèmes que d'autres ont déjà vécu et vivent depuis quelques années. Voilà, je vous montre ici, là, je ne sais pas si vous étiez jeune à cette époque-là, on était en 2015, et puis ça faisait suite aussi à des événements terribles à Paris qui ont fait que ça a un peu éclipsé cet événement mondial majeur de ces dernières années, la COP21. Donc à Paris en 2015, en décembre 2015, a été signé un accord international, et c'est la première fois, tout sujet inclus, dans tout sujet confondu, que tous les pays du monde, les 195 pays du monde, signaient un accord, tous, il n'en manquait pas un. Il a failli en manquer un à la fin, mais bon, on a rattrapé l'Arabie Saoudite à la dernière seconde, mais bref, on a signé l'accord de Paris, et cet accord, il dit, voilà, vous pouvez lire, il a renforcé la riposte mondiale par rapport à la menace des changements climatiques, en contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés,
par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5, etc., etc., rendant les flux financiers. Il y a eu une COP il y a quelques semaines en Égypte qui a permis d'avancer un petit peu sur la dernière partie là, de cette phrase, notamment les flux financiers, pour permettre aux pays frappés d'avoir des moyens pour réparer les dégâts. Voilà, alors l'enjeu qui nous attend, qui vous attend, c'est d'arriver à faire en sorte que chaque pays puisse se développer et arriver alors ce qu'on appelle l'IDH, c'est l'indice de développement humain, c'est-à-dire une bonne éducation, une bonne santé, un bon niveau de vie, tout en préservant les ressources de la planète, ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Donc en fait, il faudrait que tous les pays soient dans cette case verte pour arriver à réguler un petit peu le monde et à arriver à ce qu'on appelle un développement durable ici chez nous, en France et en Europe de l'Ouest, et puis dans les pays riches, entre guillemets, et aussi dans les pays les plus pauvres. Le problème à l'heure actuelle, c'est que, voilà, ça c'est l'empreinte écologique, on consomme pour certains plus que les ressources d'une planète, et si on regarde un petit peu les pays, il y a un certain nombre de pays qui ont des consommations courantes par rapport à tout ce qu'on consomme, et on parlait de téléphones portables, etc., de textiles et compagnie, qui consomment à peu près l'équivalent, en tous les cas, si tout le monde faisait comme eux, de 5 planètes, des ressources de 5 fois donc supérieures à ce que la planète peut fournir, ou 4 fois, ou 3 fois, ou 2 fois. Et puis il y a des pays plus pauvres qui consomment beaucoup moins, mais qui ont un niveau de vie évidemment inférieur au nôtre. Donc l'idée, c'est que tout le monde arrive, que les pays les plus pauvres arrivent dans ce carré en montant leur niveau de vie, mais sans dégrader la planète. Et que nous, on dégrade moins la planète, mais qu'on garde notre niveau de vie. Alors l'enjeu, c'est pas facile à atteindre, mais en tous les cas, c'est l'enjeu qui est devant nous. C'est sans doute le plus grand enjeu qu'on ait jamais vécu au niveau de l'humanité, collectivement. On a fait un premier pas avec cet accord de Paris. Comme je dis, c'est la première fois que tous les pays du monde, 195 pays, signent un accord, quelle que soit la nature de l'accord. Donc ça, c'est un point très positif. Mais arriver à résoudre l'équation va être très, très compliqué par rapport à ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc voilà, comme le monde s'efflèche, il faut que tout le monde arrive dans ce carré. Pour l'instant, tout le monde passe à un meilleur niveau de vie, mais avec une consommation qui ne sera pas durable si tout le monde monte son niveau de vie au niveau de l'Europe de l'Ouest ou de l'Amérique du Nord, tel que c'est à l'heure actuelle. Voilà, un dernier petit mot, alors il faudrait, on y reviendra, peut-être baisser les consommations, mais alors je passe là-dessus rapidement et je voulais finir juste avant les questions que vous allez me poser ou pas, ou tout simplement on a des questions à vous poser et vous allez y répondre, juste finir avec notre région, puisque j'ai commencé un petit peu avec notre région, je vais refinir avec notre région. Qu'est-ce qu'on sait sur l'avenir hydroclimatique de notre région? C'est voilà, ça c'est les modèles qui nous disent que notre région va s'élever en température entre 1,5 et 2,8 degrés. Donc à l'horizon de quelques années, donc 2065, c'est pas si loin que ça, donc 2050, 2065, donc dans 20-30 ans. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Probablement, et on le voit déjà, moins d'eau dans nos rivières et dans nos fleuves. Donc moins d'eau à partager dans le sud-ouest. Moins d'eau dans le sud-ouest, vous savez qu'on est une région qui produit beaucoup de produits alimentaires, notamment des céréales, pas que du maïs d'ailleurs, mais aussi du maïs. Et donc il va falloir partager l'eau entre les villes, entre Toulouse, Bordeaux, Agen et les autres grandes villes, et puis les plus petites, et aussi maintenir donc un niveau de production agricole pour nourrir les populations d'ici et d'ailleurs, et aussi au passage, pour continuer à produire de l'électricité qui nous alimente aujourd'hui et tous les usages que l'on fait de l'eau. Donc dans notre région, on a aussi des enjeux très très importants. Je passe là-dessus, mais et je voudrais juste finir sur, pour ceux qui, pour faire le lien avec celle qui m'a précédé, la Surf Rider. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vague sur la Dordogne notamment, sur la Garonne aussi. Non? Le Mascaret. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés sur cette vague-là. Alors la bonne nouvelle par rapport aux diminutions de débit de la Garonne et de la Dordogne, c'est que ça génère plus de mascarets, des mascarets même plus puissants. Donc c'est une bonne nouvelle pour les surfeurs, pour l'écosystème un petit peu moins, mais pour la ressource en eau aussi un petit peu moins. Mais voilà, donc au moins il y a des surfeurs, quelques surfeurs qui seront en kayak ou en surf qui pourront le pratiquer et qui le pratiquent d'ailleurs de plus en plus souvent.
Merci beaucoup. Je vous propose un petit quiz, si À moins ça qu'il y ait vous une- va, sauf si vous voulez faire des Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Mais du coup, l'accord, il a été signé pour chaque pays, il a été signé qu'une seule fois. Alors, Pour tout le monde entier, ou ça a été signé par chaque date un pays? Alors, lorsque tout le monde s'est rassemblé à Paris lors de la COP 21, ça a été signé à la fin, donc ce texte que je vous ai montré, un extrait en tous les cas, a été signé par les 195 pays et représentants des pays. Après, chaque pays doit dire comment il contribue à faire en sorte qu'on respecte l'accord. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, il y en a un certain nombre qui ont dit, mais il y en a un certain nombre qui n'ont pas dit. C'est vrai que la France, elle est en inaction climatique ou pas? Alors, il faudrait rentrer dans les détails de ce qui est... effectivement, il y a eu un procès fait pour inaction climatique, c'est-à-dire non-respect des engagements. Je crois que c'est devant les tribunaux que ça se règle. C'est-à-dire que chacun a donné, à partir de là, ratifié dans ses parlements, l'Assemblée nationale, le Sénat, le plan de route. Après, est-ce que le plan de route est à la hauteur? Pour l'instant, il semblerait qu'on soit encore dans une augmentation des émissions, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette plainte. Vous avez parlé de la sécheresse des fleuves, etc. Mais du coup, il n'y aura pas de montée des eaux en 2075? Alors si, il y a aussi dans les rivières, il y a des rivières qui sont à sec une partie de l'année. Ça se faisait, c'était naturel avant. Mais après, il y a aussi le problème de la montée des eaux, parce que le réchauffement, c'est aussi une eau plus chaude prend plus de place. Il y a les glaciers continentaux qui fondent et qui amènent de l'eau supplémentaire à l'océan. Donc on a à l'heure actuelle 3 mm de plus par an. Ça pourrait monter à 4 mm de plus par an. Et après, des phénomènes extrêmes océaniques qui amènent des surcotes, c'est-à-dire des vagues, alors des cyclones et des tempêtes, qui peuvent aussi... Donc le risque de submersion est un problème important. Ouais, juste à côté de toi, vas-y. Mais est-ce que nous, la population française, on peut aider à changer le changement climatique? Alors la question est très complexe, mais évidemment, chacun à notre échelle, notamment la sobriété énergétique, pour essayer de réduire l'empreinte écologique et justement les émissions de gaz à effet de serre. Oui, on peut. À chacun à notre niveau, mais il faut évidemment des politiques publiques fortes. Oui. Il y aurait aussi un grand problème. Si on avait tout le terrain, ce serait plutôt facile si on pouvait faire des recherches avec plus de terrain. Le problème, c'est que c'est vrai qu'on pourrait utiliser qu'on aura besoin d'utiliser plusieurs planètes. Mais si on fait chacun un petit geste pour enlever un petit peu de terrain sur le fait de nos besoins, comme par exemple pour moi, ne plus manger de viande, moi qui suis végétarienne, ce serait beaucoup plus facile de régler le réchauffement climatique. Pourquoi c'est aussi compliqué pour les autres? C'est compliqué parce qu'on a des habitudes culturelles, on a des habitudes de consommation qui ont été prises, des incitations aussi à consommer qui sont là. Mais effectivement, oui, il y a des comportements et notamment la consommation de viande de plus en plus, à la fois directement et indirectement, est problématique. Ouais. Les crues, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les contrer ou pas? Alors les crues, ça, oui. Quand on a beaucoup d'eau qui tombe en même temps, il y a déjà beaucoup de précautions. Il y a des digues qui ont été faites le long de la Garonne pour arriver à justement que ça ne déborde pas vers les habitations. Après, dans pas mal de petites rivières qui paraissent anecdotiques, je prends l'exemple de notre rivière, la Pimpine. C'est une petite rivière qui est de l'autre côté de la Garonne, qui fait 15 km. Et il y a déjà 3 bassins de rétention contre les inondations. Malgré ces 3 bassins, on a eu une inondation qui a touché, comme je disais tout à l'heure, plus de 70 personnes. Donc il y a des aménagements, mais il y a des choses qui sont parables, où on peut anticiper. Il y a des choses qui sont plus ou moins imparables, où là, il faut un protocole d'alerte et d'évacuation rapide pour que les gens, au moins, ne perdent pas eux-mêmes leur vie et perdent le moins de matériel possible dans la catastrophe. Ok. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez du nucléaire? Oula. Question qui fâche. J'ai redouté la question. Le nucléaire. Alors j'avais une diapo sur la transition énergétique. C'est un vrai débat à l'heure actuelle. Le nucléaire, dans un premier temps, sur sa consommation, sur son fonctionnement, n'émet pas de gaz à effet de serre. Sur sa construction, par contre, ça demande un petit peu de ciment. Et le ciment, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc alors après, le problème, c'est qu'on est habitué à des niveaux d'énergie, de consommation, qui
d'après certains, le nucléaire pourrait amortir la baisse. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite, mais on a un problème avec les énergies fossiles à cause du climat. Et le deuxième problème qui est peu évoqué dans les médias, c'est qu'on a dépassé le pic de production d'énergie fossile. Depuis 2008, on dit le peak oil, comme on dit en anglais, on est dans la phase de régression du stock. Donc, de toute façon, d'ici quelques décennies, il faudra s'en passer. Donc voilà, quelle alternative on prend? Le problème du nucléaire, au-delà du risque, c'est que... Enfin, du risque qu'il peut y avoir, on en parle quand il y a des guerres notamment. On ne veut pas le mettre entre les mains de gens dont on n'a pas confiance de leur gestion du nucléaire. Bon voilà, et les déchets évidemment, donc c'est un débat qui reste très très ouvert. Heureusement qu'il est enfin ouvert, parce qu'il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas le droit de parler du nucléaire, en gros, chez nous. Oui. Est-ce que quand une ville est inondée, les villes d'à côté peuvent l'être aussi, ou ça se limite? Alors ça dépend de la configuration, du relief et de l'intensification des pluies qui peuvent être très très localisées, où le ruissellement est très intense pendant quelques minutes, mais en général oui. Alors dans une ville, il y a les quartiers hauts et les quartiers bas. Je parlais tout à l'heure des bidonvilles. Un exemple aussi d'adaptation et de prévention. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Indonésie, Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie. Jakarta est en train la capitale est en train d'être déplacée. La Birmanie a déjà fait ça, parce que Jakarta est au bord de l'océan, a des quartiers bas qui sont régulièrement inondés par la conjonction à la fois des rivières et du niveau de l'océan. Et donc, c'est les bas niveaux qui sont... Voilà. Donc, dans une ville, il peut y avoir des endroits inondés, des endroits qui ne sont pas inondés. En fait, vous aviez dit tout à l'heure que le réchauffement climatique, il se passait plus au nord qu'au sud. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, effectivement, il y a des histoires de dynamique atmosphérique. Le nord de l'hémisphère nord est plus réactif au réchauffement climatique, du fait aussi qu'il est moins inerte que le sud de l'hémisphère sud. Il y a un gros continent à l'hémisphère sud qui s'appelle l'Antarctique et qui bloque un petit peu les circulations qui se font autour. Or, au pôle nord, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de continent. Le pôle nord est libre. Donc, on a le nord de l'hémisphère nord qui est très, très réactif. Alors, je vais changer d'hémisphère, justement. Et alors, au fond, là-bas, vas-y. Comment, à notre échelle, on pourrait éviter les sécheresses? Alors c'est difficile d'éviter à notre échelle les sécheresses. Simplement, si on prend par exemple la zone qui a été la plus touchée par les sécheresses, le Sahel, ces dernières années, vous avez peut-être entendu parler de la muraille verte. L'idée, c'est qu'à l'échelle, alors le Sahel, ça court sous le Sahara, depuis la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, etc., le Tchad, le Soudan, jusque voilà, d'autre côté. Et l'idée, c'est de planter des milliers d'arbres. Alors hélas, la plupart des pays sont dans une situation où ils ont d'autres préoccupations. Mais au Sénégal, on a commencé à faire donc des plantations pour essayer d'arrêter la sécheresse, parce qu'on sait que la végétation, ça retient l'eau, ça retient les sols, l'eau dans les sols et l'eau dans l'atmosphère. Donc voilà, ça c'est une solution, replanter, replanter, replanter. Est-ce que ce serait possible de faire une énergie non polluante? Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'énergie non polluante dans l'absolu, mais après, il y a des choix, parce que le problème de la transition énergétique dont on parle aujourd'hui, c'est passer des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, aux énergies dites renouvelables, éolien, solaire, hydraulique aussi, ont des conséquences. Les barrages, par exemple, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les poissons, parce qu'ils ne peuvent plus circuler. Le solaire et tout ce qui est batterie aussi a besoin de minerais. Et donc, on va multiplier les mines qui posent aussi des problèmes locaux au Chili, en Australie, au Congo, etc. Et donc, ça déplace le problème ailleurs. Donc, la meilleure des énergies, comme le dit l'ADEME depuis des années, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais voilà, il y a un minimum de consommation nécessaire à nos activités. Oui. Et en rapport au traité qui a été signé par tous les pays, il y a un point, toutes les décennies ou tous les ans, qui est fait en rapport avec ça? Alors absolument, c'était lors de la COP 21, la convention des parties, c'est-à-dire de tous les pays en 2015, donc c'était la 21e. Et il y a eu la 22e, la 23e, la 24e, jusqu'à la 27e, là il y a quelques jours en Égypte. Donc tous les ans, oui. Alors tous les ans, on est confiant, modérément, mais tous les ans on est un peu déçu, mais tous les ans au moins ça continue à se faire et on continue à en parler. On n'avance pas toujours bien,
Il y en a une, c'était la 16e à Copenhague, qui avait été considérée comme un échec complet parce que tout le monde se parlait pas. C'est-à-dire il y avait un hémicycle ici où certains parlaient, puis d'autres parlaient dans les couloirs là-bas, et puis en fait personne ne se parlait vraiment. Et donc ça avait été un échec, un fiasco total. Mais la COP 21 avait été une réussite, et depuis on essaye d'améliorer les choses par rapport à ça. Oui. Si la COP 21 elle continue, enfin on a fait la COP 21 et la COP 27, mais pourquoi on fait rien en fait? On fait rien. Alors, je dirais pas qu'on fait rien, mais on fait pas assez. Et en plus, comme je disais, le problème, c'est pour ça que je vous ai montré ce problème de développement. Les pays qui sont moins développés veulent se développer. Nous qui le sommes, on n'a pas envie de réduire la voilure. Et donc le problème, il est là, quoi. Tout le monde se regarde un petit peu, qui va bouger, et c'est pas si facile que ça. Mais il y a quand même des solutions pour commencer. Ok. Pourquoi les pays qui ont beaucoup d'eau, ils ne donnent pas aux autres pays qui en ont moins? Alors ça, c'est une bonne question. Par exemple, il y a un projet sur le bassin du Congo, le Congo qui est un grand fleuve d'Afrique centrale, pour détourner de l'eau, pour envoyer de l'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad, qui est un des... J'avais prévu une diapo, qui est une des régions les plus affectées, avec des problèmes de terrorisme, etc., parce qu'il y a des sécheresses au départ. Et ça, c'est en Chine aussi, qui est un grand pays. Vous avez entendu parler de la Chine. Le sud de la Chine, il y a beaucoup d'eau. Il y a un grand fleuve qui s'appelle le Yangtze-Kiang. Et déjà depuis plusieurs années, il y a 3 grands canaux qui amènent de l'eau vers le nord de la Chine, qui, elle, est en déficit d'eau. Et notamment la région de Pékin, la capitale, qui est en déficit d'eau. Donc il y a 3 grands canaux qui amènent de l'eau du sud vers le nord. C'est un des grands chantiers chinois, comme les Chinois savent le faire. Oui, au fond. Après, je reprends au centre. Tout à l'heure, vous avez parlé de sobriété énergétique, mais qu'est-ce que c'est, sobriété énergétique? Je disais, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. La sobriété, c'est d'arriver à réduire la consommation globale. Donc d'avoir moins d'empreintes écologiques, et donc de se passer peut-être du superflu, au moins, et garder sans doute le nécessaire. Oui. Ouais, vas-y. Combien de temps ça dure une inondation à peu près? Et ça met combien de temps pour y remédier? Alors ça, c'est une bonne question. Une inondation comme celle qu'on a connue sur une petite commune, ça a duré 2 jours peut-être pour revenir chez eux. Oui, la pluie a duré très peu, mais le temps que l'inondation rentre, la rivière rentre dans son lit. Par contre, et je reviens sur le Pakistan, 33 millions de personnes, et en fait, l'inondation qui date de 3 ou 4 mois, il y a une partie où l'inondation est encore présente, tellement elle a été importante. Donc il y a une partie de la population qui ne peut toujours pas rentrer chez elle, parce que tout simplement, il y a encore l'eau. Donc ça dépend des grandeurs des rivières et des fleuves aussi. Oui. Vas-y. Ouais. Est-ce qu'il reste des dirigeants de pays climato-sceptiques? Alors je crois que c'est... Qui c'est qui a posé la question? Est-ce qu'il reste des dirigeants oui, je crois qu'il en reste quelques-uns, hélas. Ne serait-ce que M. Poutine, par exemple. Alors, dans les climato-sceptiques, au niveau scientifique, l'affaire est réglée. Parce qu'il y avait des débats scientifiques il y a une vingtaine d'années, qui étaient vraiment scientifiques. Mais maintenant, la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, a réglé l'affaire. Par contre, oui, des dirigeants... Alors, parmi les dirigeants, juste, il y a ceux qui pensent, et c'est pour ça que je parle de la Russie, qui vont être gagnants. Parce qu'il y a les perdants, ceux qui vont avoir des problèmes hydroclimatiques, des catastrophes, etc., de plus en plus. Mais il y a ceux qui sont au nord. Le premier, alors je ne veux pas faire de l'histoire des sciences, mais le premier qui a vraiment évoqué le réchauffement, c'était un Suédois qui s'appelait Arrhenius, à la fin du 19e siècle. Et il a modélisé le climat presque, pas aussi finement que le GIEC aujourd'hui, mais c'était très très fort déjà à l'époque. Et il disait, c'est super parce que nous en Suède, on aura moins froid. Et pareil, en Russie, ils se disent, ça va déglacer des terres et on va pouvoir planter des céréales, par exemple, sur des terres qui vont être productives à nouveau. Donc on pense, pour certains pays, qu'ils vont être gagnants. Donc voilà, c'est une raison pour eux, en tous les cas, un alibi pour faire moins d'efforts. Allez, en haut, quoi? Qu'est-ce qui se passe si un pays ne respecte pas l'accord de Paris? Hélas, rien. C'est-à-dire que chaque pays doit ratifier dans son Parlement, donc doit proposer mais s'ils ne le font pas, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de contrainte. Donc c'est au bon vouloir, c'est le côté un peu faible de l'accord.
Ah, juste à côté de toi. Quels sont les meilleurs moyens connus pour faire un développement durable? Waouh, alors là c'est une grande. Là il s'agit alors il y a ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est 17 objectifs qu'on doit mener de front, et qui incluent des éléments économiques, des éléments sociaux, des éléments environnementaux, et il faut tout mener ensemble. Ça prend évidemment la ressource en eau, mais ça prend aussi l'égalité homme-femme. Enfin voilà, tout ça, il faut le mener de front. Donc on a les outils à l'échelle des Nations Unies d'ailleurs. Il en a été débattu la semaine dernière ici dans cet hémicycle d'ailleurs, de ces objectifs de développement durable. C'est un peu la feuille de route pour arriver à résoudre les problèmes. Mais c'est pas facile, c'est clair. C'est quoi la meilleure source d'électricité? La meilleure. Alors il y a plusieurs sources d'électricité. Il y a l'électricité qu'on fait avec les énergies fossiles, les centrales thermiques. On en a encore en France d'ailleurs, une du côté de Nantes. On a l'électricité nucléaire. On a l'électricité hydraulique. Chacune a ses avantages et chacune a ses défauts. Donc je ne pourrais pas conclure... Alors après, il y a les énergies renouvelables qui sont évidemment à préconiser, d'autant que les énergies renouvelables, par exemple les toitures solaires, ça permet d'avoir une énergie locale. Donc ça, c'est clair, même si ça a des contreparties, comme je disais, au niveau minier, il faut au maximum les favoriser. Ok, merci. Je suis désolée, on va devoir prendre la dernière question, mais ouais, c'est dur, je sais pas, bon courage. Hein. J'ai pas vraiment compris, à partir de quand, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on va avoir des problèmes pour boire ou prendre notre douche? Alors, on n'a pas des problèmes pour boire ou pour nos douches à l'heure actuelle, parce qu'on a la chance, pour ce qui est de l'eau potable, d'avoir sous nos pieds une ressource assez exceptionnellement importante et de qualité. Ça, c'est une première chose. On est, comme le dit le directeur du syndicat de gestion de l'eau, on est des enfants gâtés, nous, en Gironde, mais on a multiplié les forages, les prélèvements, là où on habite. Et comme on habite de façon concentrée sur la métropole, par exemple, on a prélevé beaucoup, ce qui fait que sous la métropole, dans l'entre-deux-mers aussi, on a des problèmes de recharge des nappes. On prélève plus l'eau qu'elle ne se renouvelle. Donc, dans des endroits précis, on a des problèmes. Alors, ça veut dire qu'on va chercher l'eau un peu plus loin, sur des nappes profondes aussi, et on va la rabattre, et ça coûte cher, etc. Donc, on a un potentiel qui est là, mais il faut arriver à le gérer de façon plus rationnelle, plus intelligente, au niveau espace. C'est tout. Merci. Mais merci à vous pour votre participation exceptionnelle, vraiment, merci. Merci.